Eh bien le bonjour, vous ne rêvez pas, nous sommes en 2026 et aujourd'hui on va parler de Malcolm in the Middle et on va faire une grosse extrapolation sur comment chacun des personnages de cette série culte de ma jeunesse peut nous aider dans notre introspection et dans nos réalisations en tant qu'investisseur et investisseur immobilier tout particulièrement. Si vous ne me connaissez pas, je suis Bye Bye Patron, plus de 5 ans que j'ai fait un épisode par semaine sur l'investissement, les gros billets. Le mantra, c'est immobilier, liberté et gros billets. Je suis investisseur immobilier depuis 13 ans, investisseur boursier depuis 11 ans et j'ai des dizaines de lots en France, à l'étranger, parfois seul, parfois avec un associé. Et on sert de copilote à de nombreux investisseurs depuis 5 ans pour dans leur recherche de biens, dans leur stratégie, que ce soit des investisseurs débutants qui savent pas quoi acheter, à combien, quelle rente à viser, dans quelle zone, ou des investisseurs plus avancés où on sert plutôt de boussole ou de GPS sur les prochaines actions à mener pour dans sa quête de gros billets, tout en épargnant au maximum son énergie et son temps sans faire all-in sur tout ce qu'on a déjà créé. Le but, c'est d'avoir une vie alignée avec ses envies et un patrimoine qui grossit. Et des objectifs, bien entendu. Parfois, ces objectifs, ça passe par vendre des biens. Parfois, ça passe par en acheter plus. Parfois, ça passe par faire un side business ou investir en bourse. Et justement, avant d'attaquer, on va faire un petit point sur les actualités et vos actualités, mes actualités. On commence tout de suite par la bourse. En ce moment, la bourse a retrouvé des niveaux qui sont élevés. Pour vous dire, mon patrimoine, mon portefeuille boursier, il a jamais été aussi élevé. Donc voilà, on est typiquement dans les instabilités qu'on connaît bien. Pourquoi est-ce qu'on vous parle à longueur de journée de DCA, donc c'est-à-dire de rentrer progressivement sur les marchés, tout simplement parce que il est complètement impossible de prévoir ce qui va se passer. On sait que la bourse, historiquement, elle fait que monter. Et là, on réatteint des niveaux des plus hauts. Donc, ça fait vraiment plaisir, même si, on est toujours tiraillé en se disant, punaise, j'aurais dû mettre encore plus. Mais moi, maintenant, ça fait plus que 10 ans que j'investis en bourse. Forcément, il y a 10 ans, j'avais moins de revenus que maintenant. Donc, j'investissais moins que depuis quelques années. Mais là, les effets, on les voit vraiment. Et c'est quand tu prends en un jour ce que peu de gens gagnent en un mois, ça fait quand même ça fait quand même plaisir. Et un petit point sur les sociétés. Donc moi, mon portefeuille, il est assez. J'ai une formation sur le sujet dans lequel je parle de l'allocation des actifs, qui est en fait ce qui est de plus important, plus que bien choisir une action. L'important, c'est son allocation en termes géographiques, sectoriels et type de securities, comme on dit, type d'instruments financiers détenus, donc actions, obligations, etc. Et pour ce qui est de la bourse américaine, vous le savez, on est dans l'IA et tout le monde a très peur d'une bulle IA. Alors, est-ce qu'il y a une bulle IA ou pas On n'en sait rien. Ce qui est, je pense, important quand même d'avoir en tête, c'est que les sociétés qui sont à fond dans l'IA, notamment Google, Meta, Microsoft, c'est des sociétés qui, si elles avaient pu, auraient bien voulu qu'il n'y ait pas d'IA parce qu'elles étaient déjà dans des conditions hyper monopolistiques sur leurs activités. Voilà, maintenant elles investissent fortement dessus. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est pas, selon moi, bien sûr, un not financial advice. Selon moi, c'est pas des sociétés qui sortent de rien comme on a pu l'avoir début des années 2000. Pour une OpenAI, là, je suis beaucoup plus dubitatif. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, tout le monde est au courant qu'il y a peut-être une bulle sur l'IA. Et du coup, les sociétés sont pas valorisées à des multiples trop élevés. Notamment, pour vous dire, en fait, j'ai remis une pièce dans Meta et dans Microsoft parce que j'ai un peu regardé justement les multiples. Et allez, je vais vous dire à combien j'ai acheté. Comme ça, on verra si l'épisode il vieillit bien ou pas. Donc je suis rentré, alors j'avais déjà des actions des deux sociétés, mais je suis rentré chez Microsoft à 391 $ l'action et chez Meta à 651 $ l'action. Donc ça, c'était le 14 avril. Donc là, à l'heure où j'enregistre, on est le week-end suivant, donc il y a eu 4 jours d'échange et il y a plus 30 $ par action, que ce soit chez Microsoft ou chez Meta. Donc voilà, vous avez les prix, je les ai donnés. Peut-être que dans 2 ans, vous pourrez me dire, punaise, t'as acheté à ce prix-là, aujourd'hui ça vaut tant, ou beaucoup moins, ou beaucoup plus.
Mais voilà, moi je suis rentré de nouveau. Alors il n'y a pas toutes les sociétés, par exemple Google a des multiples qui sont élevés, je trouve, mais en tout cas chez Microsoft et Meta, je trouvais que les multiples n'étaient pas si élevés avec des sociétés qui génèrent des énormes bénéfices. C'est pas justement comme on peut avoir avec OpenAI ou Anthropic. Ça, c'est le premier point. Tant qu'on y est sur l'intelligence artificielle, pour faire une petite actualité, vous le savez, beaucoup de gens de plus en plus se servent de Claude, notamment Claude Cowork, très puissant. Hein. Par contre, ce que j'ai pu voir avec Claude Cowork, moi je l'ai utilisé pas mal, j'ai fait une ou deux vidéos dessus pour ceux qui sont membres de la formation IA. Ce que on peut voir, c'est qu'il y a quand même encore toujours des limitations. Je trouve par exemple qu'il écrit très mal. Moi, j'ai d'autres IA pour écrire. Ce qu'on peut voir, c'est que le modèle, alors franchement, il est super puissant. Il y a plusieurs modèles, hein. Il y a Sonnet et Opus. Le Opus, quand tu l'actives, il est super puissant. Par contre, on voit un peu le vrai coût de l'IA, je trouve, quand on se sert de ça. C'est-à-dire que en un prompt, avec Opus, moi j'ai l'abonnement à $20 par mois, là, le Pro. Sachant que moi, je pense que je dépense 150 € par mois dans les intelligences artificielles, mais voilà. Ça fait, pendant un moment, j'avais plus de Claude, et puis là, je l'ai de nouveau depuis qu'il y a Cowork. Bref, quand on a l'abonnement à 20 € par mois, en gros, en un prompt de Opus, il y a une limitation toutes les 5 heures. On crame 100% des crédits. Et d'après, il m'a donc, c'est-à-dire que pendant 5 heures ensuite, on peut plus se servir du tout de Claude. Donc, on peut, voilà, pour des tâches complexes, c'est puissant. Et le Opus, il est beaucoup plus puissant que le Sonnet, qui est déjà très bon. Mais c'est quand même, on voit un peu ce qui va être, à mon avis, l'avenir de l'IA tôt ou tard, c'est-à-dire des vrais coûts, sachant que même ça, c'est pas les vrais coûts qu'on paye. Hein. Et ensuite, j'ai essayé même en payant, parce que du coup, quand tu as plus de crédit, tu peux payer. Et en fait, on se rend compte que un prompt avec Opus, donc le modèle le plus puissant de Claude, ça coûte entre 1 et 2 €. Donc c'est quand même pas rien. Après, parfois, il peut vous faire un boulot à 100 € ou à 1000 €. Hein. Mais voilà, on voit quand même que ces modèles, ils coûtent très cher quand ils tournent bien. Et à l'inverse, OpenAI, si vous servez de ChatGPT, pour moi, ça fait au moins 2-3 mois qu'il est complètement dans les choux. Je pense qu'ils ont plus assez de puissance de calcul, enfin en tout cas qu'ils en allouent pas assez. Voilà. Pour l'instant, j'ai encore le forfait payant parce que je trouve, par exemple, que c'est la meilleure IA pour dicter. J'ai essayé plein d'autres trucs et pour moi, c'est la meilleure pour dicter. Donc très souvent, en fait, je dicte mes prompts dans ChatGPT et ensuite je les mets dans d'autres IA. Voilà. Donc ça, c'est pour l'intelligence artificielle. Un autre point que je voulais vous faire, c'est sur les signatures à distance. Alors, je sais pas si ça vous concerne, mais en tout cas, avec Michel, donc qui est mon associé, on doit passer chez le notaire. Alors nous, c'est un bien en société, donc déjà, n'importe lequel de nous deux peut signer pour toute la société. Mais en fait, là, on n'est pas dispo. En fait, c'est la veille de la signature, c'est prévu la veille de quand je pars à Alicante. Et du coup, je pourrais pas y être. Et donc, pour vous que vous sachiez, on a parlé avec la clerc de notaire. Donc, il y a deux options. Soit vous pouvez aller directement déposer une procuration, donc faire une procuration chez le notaire, c'est gratuit. Soit vous pouvez faire maintenant en visio pour 150 € une visio procuration par visio, si j'ai bien compris. En tout cas, ce sera pas le jour de la signature, ce sera une procuration par visio. Ça coûte 150 €. Je pense que ça s'est vachement amélioré parce que moi, j'ai un oncle qui habite en Allemagne et je sais que quand il devait faire des trucs, des actes par rapport à mes grands-parents et tout ça, c'était beaucoup plus compliqué. Il devait aller chez son notaire en Allemagne, etc. Donc là, je pense que ça s'est grandement simplifié. Donc sachez-le. Après, je sais pas. Je pense que ça s'applique pour tout le monde. Enfin, que ce soit des biens en nu ou en société. Nous, c'est un bien en société en tout cas. Donc parce que peut-être que si c'était un bien en nom propre, faudrait que tous les deux on soit là. Je sais pas si ça multiplierait le coût par deux. Mais en tout cas, aucun de nous deux ne peut se rendre sur place et c'est pas forcément un souci. Petit point, du coup, coacher. Je vous ai dit en intro, on accompagne, on copilote des investisseurs et félicitations à Maude et sa sœur qui ont sorti un projet magnifique. En fait, on a aussi un coach depuis quelque temps dédié pour les locations courte durée. Donc elles ont sorti un super beau projet de location courte durée. Le coach les a bien aidées. Après, elles ont fait une bonne partie du travail. Elles, c'est sûr. Mais si ça vous intéresse, soit de vous lancer dans la location courte durée, soit d'avoir des meilleurs résultats, n'hésitez pas à me contacter.
Je vais vous mettre un lien en fait dans la description. Vous aurez un lien pour en fait prendre un appel avec nous, et aussi dans ce lien, il y a même, vous pouvez m'écrire un message sur la page, vous pouvez m'écrire un message WhatsApp. Donc si ça vous intéresse de vous faire coacher spécialement sur la LCD, sachez qu'on a un coach qui a une conciergerie, qui a des biens, qui a quitté son métier grâce à la location courte durée, là qui a aidé Maud. On a vu les résultats à présent, c'est pour ça que c'est la première fois que je vous en parle. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Déjà, et bien sûr, je prêche pour ma paroisse, mais quand on se fait accompagner en immobilier classique, eh ben, les gains, ils peuvent être, bien entendu, ils sont jamais garantis et tout dépend de l'exécution. Mais voilà, c'est des dizaines, des centaines de milliers d'euros qu'on peut gagner en se faisant avec des bons conseils. Et ben, en location courte durée, ça va encore plus vite vu que les revenus sont plus importants. Bien entendu, je vais pas vous dire prenez un appel et vous allez gagner automatiquement 10 000 euros de plus, mais on voit la vraie valeur ajoutée de quelqu'un qui a l'expérience, et surtout quand on est en location courte durée, en fait, ça va beaucoup plus vite parce qu'on a beaucoup plus de locataires. L'expérience, elle vient beaucoup plus vite, et on peut tester, itérer beaucoup plus rapidement que sur de l'immobilier en longue durée. Ensuite, je vais vous faire une petite parenthèse parce qu'en ce moment, je suis chez moi 3 semaines complètes, ce qui n'est pas arrivé depuis très, très longtemps. Si vous ne me connaissez pas depuis longtemps, je voyage environ 2 à 3 mois par an. Tout le mois de mai, là, on va être bien occupé. On part en Espagne, je pars en Alsace plusieurs fois, j'organise des week-ends en Alsace et tout ça. Donc là, je suis chez moi. Donc, je prends le temps un peu de mettre de l'ordre. Et premier point, c'est vraiment quelque chose que je vous recommande de faire. J'ai vendu mon téléphone, mon ancien téléphone. Voilà, j'avais changé d'iPhone il y a à peu près un mois. J'ai vendu mon téléphone. Franchement, il y a des choses qu'on possède, qui ont de la valeur. Donc, n'hésitez pas à les vendre, et quitte à les vendre un tout petit peu moins cher que le prix du marché. Comme ça, il part vraiment et vous en souciez plus. Donc, voilà, mon téléphone, je l'ai vendu en 24 heures. Parfois, j'aime bien vendre. Après, vous faites ce que vous voulez, hein. Moi, j'aime bien vendre sur Rakuten parce que on l'envoie, on l'expédie. Alors, il y a des frais, il y a des commissions et tout ça, mais je trouve que c'est plus simple. On envoie un peu à son rythme, entre guillemets, même si une fois qu'il y a la commande qui est passée, on a 2 jours pour l'envoyer. Mais par rapport à Le Bon Coin, rencontrer les gens, ça dépend où vous habitez, en fait. Moi, il y a des choses que je vends sur l'équivalent du Bon Coin, mais les téléphones, en fait, je préfère les expédier comme ça. Voilà, il y a pas, je vois pas la personne qui veut le tester pendant 10 ans devant moi, devant chez moi, etc. Hop, ça part. Et et voilà, et puis ça fait quand même un bon ticket. Pareil, je suis en train de voir pour changer de voiture. Tiens, en reparlant de Claude, typiquement, moi je fais toujours, ça fait en fait avant que j'ai les appartements et tout ça, j'achetais, je revendais des voitures. C'est comme ça un peu que j'ai fait les premières armes. Et puis après, je l'ai fait avec les appartements. Donc c'était toujours chercher la bonne affaire, passer du temps, etc. Là, je suis en train de voir pour changer de voiture, et en fait, c'est vrai qu'on applique vraiment les mêmes méthodes que pour l'immobilier, c'est-à-dire la voiture, tu vas la laver, tu prends le forfait brillance, tu l'aspires bien, tu la prépares bien pour les photos, etc. Tu mets le bon prix aussi, donc soit tu as le temps et tu essaies un prix légèrement plus élevé, soit tu mets tout de suite au bon prix. Typiquement, la voiture, moi, je l'ai depuis 2 ans. Et j'ai fait à peu près 25 000 kilomètres avec, et je vois bien que là, j'essaie de la mettre au prix que je l'ai acheté plus ou moins, et je sais qu'elle va partir un tout petit peu moins cher que ça. Mais bon, si déjà elle part 1 000 euros ou même 2 000 euros de moins que ce que je l'ai payé, voilà, rouler 2 ans pour 2 000 euros, c'est pas trop grave, mais je pense que je vais réussir à la vendre plus ou moins le prix que je l'ai payé. Donc voilà, c'est en tout cas les mêmes réflexes dans tout, c'est-à-dire quand vous vendez un téléphone, les photos elles sont belles, elles sont limite vous mettez un petit filtre dessus, vous avez une bonne composition de la photo, etc. Les voitures c'est pareil, et par contre ce que je vois c'est qu'il y a de moins en moins de voitures d'occasion. Tu sens vraiment que en fait les gens ont pris beaucoup de leasing, de LOA, LDD, tout ça. Du coup il y a moins de voitures. Les voitures elles sont toutes. Moi j'aime bien rouler en voiture allemande pour plein de raisons. Je crois que j'avais fait un épisode dessus d'ailleurs, mais elles sont toutes grises, noires. Ça, c'est déprimant. Euh, et, euh, et d'ailleurs, par exemple, il y a les Mercedes, il y en a des coupées rouges. Franchement, elles sont super belles, je trouve, mais tu les payes un peu plus cher. Donc, je vais voir ce que je vais acheter. Et après, il y a toujours le dilemme. Est-ce que je vends d'abord au meilleur prix ma voiture, et ensuite, j'achèterai une voiture, sauf que du coup, t'as plus de voiture pour aller les visiter et tout ça, mais c'est quand même beaucoup plus simple d'avoir qu'une seule voiture que deux.
et ou à l'inverse, tu prends ton temps pour bien trouver une bonne voiture. Et ce qui fait par contre que tu sors le cash, parce que bon, enfin, là, les voitures, selon moi, ça s'achète cash. Euh, Tu sors le cash, beaucoup beaucoup plus d'argent d'un coup, et après tu as tous les problèmes de double assurance, double stationnement, etc. Donc la dernière fois, j'avais trop bien géré, j'avais vendu ma voiture à 17h et à 18h, je venais chercher la nouvelle. Donc ça, c'était vraiment top. Donc voilà. Et par contre, moi, j'ai toujours pour habitude de faire un gros tableau, voiture, modèle, motorisation, année, voilà, type de moteur, puissance, etc. Et surtout, cote versus prix. C'est comme ça que je choisis, parce qu'en fait, je me dis pas, bon, je veux une Mercedes classée, coupé 350 noir qui est là à côté de chez moi. Non, j'essaye de me dire OK, je veux une voiture allemande de ce gabarit et qui a moins de 5 ans, qui a tant au minimum 150 chevaux et après comme ça en fait, je suis pas fermé à la voiture que je vais chercher. Et en tout cas, ce gros tableau Excel, à l'heure actuelle, j'ai essayé à plusieurs IA de leur envoyer les données, dont Claude Cowork, dont Perplexity, et en fait, aucune IA n'est capable, sur la liste que j'avais donnée, environ 25 voitures, aucune IA était capable en fait de générer ce tableau. Donc, faut encore le faire à la main, ou alors ils mettaient comme d'hab des dingueries. Donc voilà, c'est des trucs qui ont pas l'air si compliqués, mais je sais que ça l'est pour elles. Et puis à l'inverse, il y a des choses qui ont l'air complètement folles qu'elles arrivent à faire. Donc voilà, je pense qu'on arrive au bout de cette intro. Ah, et dernier point le plus important, les 2 événements à Strasbourg, 18-19 juillet, je vous la fais courte. 19 juillet, le dimanche, il y a encore de la place au bord de l'eau, Fun Park à Brumat. 18 juillet, en revanche, Mastermind à Hearth l'après-midi. La semaine dernière, je vous avais dit que on avait 20 places, qu'on en avait déjà 17 de prises et qu'il n'y en avait que 3. Il s'avère qu'elles sont parties super vite, que à l'heure actuelle on est 22. Donc en fait j'ai appelé le lieu où aura lieu justement le mastermind, et je leur ai dit c'est quoi la plus grande salle que vous avez, et la plus grande salle c'est 26 personnes. Donc il y a encore 4 places finalement, vu qu'on a changé de salle, 4 places, mais ce sera les dernières, parce qu'après dans le lieu de toute façon il n'y a pas d'autres options. Donc si vous voulez, grosbillet.com/67, je vous mets le lien en description. Mais franchement, je pense que ce sera la dernière semaine où je l'annonce là, parce que les places elles vont sûrement partir 18 juillet, samedi après-midi à Hearth. Voilà, on attaque enfin avec l'épisode sur Malcolm, et restez bien jusqu'au bout parce que à la fin j'ai une surprise. J'ai fait parler ma créativité entre guillemets. Vous verrez quelque chose que je fais pas dans les autres épisodes d'habitude. Et on attaque donc avec cet épisode. Quel personnage de Malcolm in the Middle es-tu en tant qu'investisseur? Alors bon, je vais faire énormément référence à la série forcément. Donc ça va être un épisode qui est orienté générationnellement. C'est-à-dire que si vous avez plus que 50 ans, je pense que vous avez jamais entendu parler de Malcolm in the Middle. Pareil, si vous avez moins de 25 ans, je pense pas que ça vous parle, mais après, le profil, en tout cas des personnes qui prennent des appels avec moi, c'est plutôt des gens entre 30 et 45 ans, donc je suppose que vous connaissez. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas la série, je vous la fais super rapidement, et vous n'êtes pas obligé d'avoir suivi la série pour poursuivre cet épisode, mais en gros, c'est l'histoire d'une famille qui d'ailleurs n'a pas de nom de famille. Donc on va dire c'est la famille de Malcolm, qui est composée, alors ça change au fur et à mesure de la série, mais elle est composée des parents et de 4 enfants, puis après il y a un 5e, puis après même un 6e qui se rajoute. Mais nous on va rester sur ce profil classique. Donc Al le père, Lois la mère, Francis, Reese, Malcolm, Dewey. Et donc là, ils viennent de sortir sur Disney+, 4 épisodes 20 ans après. Et donc la série, en fait, elle raconte le quotidien d'une famille un peu chaotique
classe moyenne plutôt inférieure. On voit aussi un peu le déclassement. On a tout le temps tendance à se dire ouais, en France, il y a des déclassements des classes moyennes. On voit aussi, je trouve, dans cette série aux US, le déclassement des classes moyennes qui est aussi très fort, en tout cas qu'il était il y a 20 ans également. Et du coup j'ai décidé de créer un profil sur base de chacun des personnages, un profil d'investisseur, et de voir comment il agirait en tant qu'investisseur immobilier. Voilà, moi ça fait plus de 5 ans que j'ai ce podcast, que j'accompagne des investisseurs. Du coup, j'ai pas mal d'expérience, plus des plus de 100 invités que j'ai eu sur le podcast, plus moi-même les dizaines de lots. Voilà. Donc l'idée aujourd'hui, on va faire le test, et puis vous me direz en commentaire si vous êtes sur YouTube, ou vous pouvez m'écrire toujours un message sur Instagram @bybypatron, ou par email info@bybypatron.net pour me dire quel personnage tu es en tant qu'investisseur immobilier, et quel est le piège. On va voir quel est le piège de ton personnage et comment pallier le problème inhérent à cette personnalité, parce que chaque profil a une force, mais aussi un angle mort énorme qui peut coûter des dizaines de milliers d'euros, des centaines de milliers d'euros, ou si tu investis jamais des millions d'euros, très probablement. Donc voilà, on attaque avec la partie du coup de chacun des personnages. Donc on va faire Hal, Loïs, Francis, Malcolm, Dewey et Reese. Premier personnage, il fallait commencer par lui, Hal. Donc Hal, c'est le père de famille, pour ceux qui s'en souviennent. C'est celui qui se lève, il y a un épisode, il se lève un matin pour changer une ampoule, et 4 heures plus tard, il a démonté la moitié de la maison. Il a commencé 3 projets en même temps, et l'ampoule fonctionne toujours pas. Donc qu'est-ce que ça dit? Voilà, en investissement, Hal, c'est la personne qui a le syndrome de l'objet brillant. Le lundi, il veut faire de la colocation. Le mardi, il a vu une vidéo sur les tiny house. Il veut faire ça. Le mercredi, il pense à faire du marchand de biens alors qu'il a jamais investi dans l'immobilier. Le jeudi, il se renseigne sur les love rooms parce qu'il a vu quelqu'un sur Instagram qui faisait soi-disant 3500 € par mois avec un studio de 20 mètres carrés dans lequel il a rajouté une baignoire à bulles. Donc voilà. Le problème de Hal, c'est pas qu'il manque d'idées, c'est qu'il en a trop, et du coup, il finit jamais rien, ou pire, il commence un projet complexe qu'il ne maîtrise pas, il s'embourbe et il perd de l'argent, du temps et de l'énergie. Donc pour vous donner des exemples terrain, j'en ai eu plein des exemples terrain de ce genre de personnalité. Donc c'est généralement des personnes qui n'ont pas encore investi ou très peu. Et du coup, ils cherchent par tous les moyens, en fait, ils ont un peu découvert ce monde de des finances personnelles, de l'investissement, de faire grossir son patrimoine. Et donc j'en ai plein. Donc je vais vous donner un peu des exemples. Donc j'ai eu par exemple une personne qui avait déjà 3 biens en meublé qui tournaient plutôt bien, qui se payait tout seul. Pas beaucoup de cash malheureusement. Et là, il me dit qu'il veut acheter un immeuble de 6 lots avec 200 000 € de travaux, et qui va faire une coloc dans 2 appartements et du Airbnb dans les autres. Et en fait, quand on pose les chiffres, on se rend compte qu'avec les travaux, ça va pas lui rapporter plus que en fait ce qu'il fait déjà, sauf que ça va le mettre beaucoup plus à risque, parce que là, il y avait carrément 10% du projet, c'était plus que la totalité de son épargne. À l'inverse, j'ai aussi des gens qui voulaient, qui regardaient pour des T2 dans leur coin, et d'un coup, ils m'envoient un immeuble à 1,5 million avec 500 000 € de travaux. Pareil, alors qu'en fait, quand on met bout à bout les choses, la rentabilité est pas exceptionnelle au vu des montants. Pour ce qui est après il y a tout ce qui est logement atypique. Quand je parle avec les personnes notamment qui font des salles de cinéma ou des love rooms, etc., on voit que déjà, en fait, t'as l'impression que c'est atypique, mais tout le monde fait ça. Et en fait, quand tu mets bout à bout les chiffres, les personnes, en gros, elles gagnent pas plus qu'avec un Airbnb normal, alors que elles ont dépensé beaucoup plus à la fois en termes de temps, d'argent et d'investissement. Donc voilà. En fait, c'est la personne qui va risquer tout ce qu'il a construit pour copier la stratégie de quelqu'un d'autre. C'est ça, en fait, comme ça que je le vois, en tout cas.
tout cas, c'est vraiment une stratégie d'investisseur ou de non-investisseur que j'ai tendance à avoir beaucoup. C'est pareil, les gens qui ont jamais investi en bourse, qui voulaient faire all-in sur Tesla il y a 2-3 ans. C'est pareil, les personnes all-in crypto sur des meme coins, shitcoins, etc. Voilà, il y a beaucoup de choses. Dans l'immobilier, c'est aussi les personnes qui, en fait, soit qui ont rien fait, ou soit qui ont un truc qui marche. Je sais pas pourquoi ils ont une illumination et ils se disent, bah voilà, je vais faire de la surélévation ou je vais tout péter ou je sais pas. Voilà, au lieu d'itérer, de recommencer tout simplement ce qui a fonctionné, ils veulent aller n'importe où. Et bah le point, le culminant de tout ça, je dirais, c'est le marchand de biens. Pour moi, c'est un métier qui a rien à voir avec celui d'investisseur immobilier. Alors, je pense, c'est mon propre avis, que pour faire du marchand, c'est bien d'avoir fait de l'investissement immobilier, mais t'es à milieu, enfin voilà, ça, en termes de temps, responsabilité, argent et tout ça, c'est vraiment un autre métier. Et il y a des personnes qui voilà, qui disent: «OK, je vais faire du marchand de biens», alors que soit ils ont pas les fonds, soit ils ont pas les compétences, soit ils ont des projets qui sont pas rentables, en fait, tout simplement. Parce que moi, j'en ai parlé avec beaucoup de marchands de biens, des marchands de biens expérimentés. Là, quand il y a eu la hausse des taux et des matériaux, il y en a qui ont pris cher, hein, et là, tu as intérêt à avoir de l'argent de côté. Après, il y a bien sûr, il y en a qui gagnent de l'argent, hein. Ça, je nie pas, mais c'est pour moi, ça a rien à voir. C'est comme si t'es comptable et demain tu veux devenir trader, quoi. Enfin, je sais pas. Voilà, c'est un autre métier. On a l'impression que c'est la même chose, mais c'est un autre métier. Donc voilà. Donc si tu te reconnais dans HAL, la question que tu dois te poser, c'est pas quel est le prochain objet brillant, c'est est-ce que j'ai exploité ma stratégie actuelle à fond. Moi, voilà, en fait, c'est comme quand on apprend une langue, quand on apprend à conduire. L'investissement pour moi, c'est la même chose, c'est-à-dire au début, ça demande énormément d'efforts et ensuite, la tu prends des automatismes et du coup, que ce soit en termes de zone, de type de bien, de typologie, je vous ai dit par exemple qu'on a un coach maintenant dédié à la location courte durée. Lui, je crois qu'il a aucune location longue durée. Donc en fait, il fait juste, voilà, il a sa stratégie actuelle, elle fonctionne, il itère, il itère, il itère, il itère, et ça fonctionne très bien comme ça. C'est comme ça qu'il a pu quitter notamment son métier. Donc voilà. Donc dans 90% des cas, je pense que la réponse est non. On n'a pas encore assez exploité la stratégie actuelle. C'est pareil quand il y a des personnes qui ont des métiers. Souvent, j'ai des personnes qui me contactent qui ont des métiers qui sont bien payés et OK, c'est pas parfait, il voudrait plus ou plus de temps ou c'est stressant, et cetera, et il commence à me parler de dingueries, de faire des side business, mais voilà, qui payent pas, ouvrir des boutiques de e-commerce, des trucs comme ça, alors qu'ils prennent déjà 5, 6, 7 000 € par mois, voire plus parfois. Et du coup, pour moi, la stratégie, c'est plutôt de faire usage de ce levier. Vous le savez, si vous m'écoutez depuis longtemps, moi, j'ai la stratégie des 3 leviers. Levier 1, l'immobilier, levier 2, la bourse, levier 3, le side business. Mais voilà, poncez déjà ce levier au maximum et ensuite on verra. Voilà, c'est plus simple d'acheter 2 biens, 2 petits biens, selon moi, en meublé, de les mettre en location, que d'essayer de commencer à faire une boutique de dropshipping, quoi, et de gagner de l'argent avec. Parce que l'affaire, c'est pas dire, mais c'est plutôt gagner de l'argent. Donc voilà. OK, c'est ennuyeux, c'est pas sexy pour Instagram en fait de exploiter sa stratégie actuelle à fond, mais c'est comme ça selon moi qu'on construit un patrimoine de la simplicité. C'est une stratégie, c'est pas une faiblesse. Moi en ce moment, je joue à un jeu de golf. Moi j'ai joué au golf à assez haut niveau. Hem et en fait, je me souviens mon prof de golf, il disait toujours: il faut être simple. Regarde, il nous montrait des vidéos. Alors à l'époque, c'était sur cassette. Il montrait des vidéos et en fait, il avait comme un transparent sur la télé. Il mettait avec son marqueur, il montrait à quel point le geste était pro. Il bouge pas, c'est comme une machine, quoi. Et pour moi, en fait, dans l'immobilier ou dans la bourse aussi, hein, on applique ce qu'on a déjà fait. Moi, en tout cas, c'est ce que je fais. Et puis, bah, je recommence, je recommence, je recommence. Et ensuite, en fait, le multiplicateur, il vient de lui-même. Donc c'est pas en changeant de stratégie tous les 3 mois que ça fonctionne. Donc voilà, le truc avec Hal, c'est le problème, c'est pas son manque d'idées, c'est le manque de cadre. Donc
quand quelqu'un il arrive, quand quelqu'un, je prends un appel, ça m'est arrivé il y a 2 heures là, j'avais quelqu'un en ligne. Voilà, on lui définit une direction claire pour les 12 prochains mois, pas 4, pas 7, une seule. On trouve une zone ensemble, un type de bien, et c'est souvent en fait suffisant pour débloquer des mois de procrastination qui sont déguisés en recherche. Ou parfois, voilà, ils essayent des stratégies tu peux te mettre vraiment en difficulté. Hein. J'ai eu des personnes qui m'ont contacté, avec qui on n'a pas pu avancer en coaching, qui avaient par exemple planté des sociétés et qui avaient des grosses dettes perso, enfin rembourser des dettes perso, avec plus d'actifs en face. Donc, si t'as ça, ça va être très compliqué d'emprunter. Donc, c'est des personnes que malheureusement j'ai pas pu aider. Donc voilà. C'est pour ça que vaut mieux prendre les devants et avoir un bon cadre et pas se mettre à risque sur ce qu'on fait. Après, bien sûr, le gros avantage, c'est qu'il fait plein de trucs, quoi. Donc c'est ça, par contre, le côté positif de Hal, c'est qu'il a plein d'idées et souvent on dit pour être riche, faut avoir raison qu'une seule fois. Moi, j'ai un très bon ami qui se reconnaîtra sûrement, qui écoute les podcasts. Il a essayé plein de trucs, plein de business, c'est un entrepreneur. Puis là, il a un business qui crache, mais un truc de malade, quoi. Et voilà, donc souvent on dit pour être riche, faut avoir raison qu'une seule fois. Donc l'avantage de Hal, par contre, c'est ça, c'est que à force d'essayer, s'il se met pas trop à risque, il peut trouver une bonne idée. Hein. Mais en tout cas, voilà, souvent, faut toujours regarder quel est, ça s'appelle le TAM, là, Total Addressable Market. Si tout le monde d'un même sujet, sur un marché qui est pas infini, autant, tout le monde a besoin d'un toit, autant tout le monde ne va pas, typiquement dans une laverie tous les 4 matins, quoi. Donc, faut vraiment prendre en compte ce TAM quand t'as un projet. Quel est ton Total Addressable Market? Et, et de voir est-ce que c'est cohérent, combien il y a de quel est ton TAM et quelle est la concurrence dessus, quoi. Donc ça c'est le premier point. Deuxième personnage, Loïs, la contrôleuse. Donc Loïs, c'est la mère de famille, c'est celle qui tient à bout de bras toute la famille. Donc souvent dans la série, il y a 3 enfants à la maison, plus un qui est parti. Le père qui est complètement fou. À un moment, il y a un épisode, il se met à peindre, il fait que acheter des pots de peinture et tout. Et à un moment, tout lui retombe dessus. À un moment, je sais plus s'il se lance dans l'apiculture, il est rempli d'abeilles. À un moment, il fait de la marche sportive à fond. Il a aussi une sorte d'équipe de bodybuilders qui suivent tout ce qu'il dit. Voilà, il est complètement taré. Il fait aussi un robot tueur, je crois, à un moment. Donc vraiment, il est complètement taré. Les gosses, ils font que des conneries. Et du coup, il y a Loïs, la mère de famille. C'est elle, en fait, la reine du contrôle. Elle gère tout. Euh, et elle a des listes de priorités et tout. Les enfants, la maison, le budget, les courses. En fait, ils ont pas beaucoup d'argent en plus. Et du coup, elle dort peu, elle est tout le temps stressée. Et voilà, si elle lâche, elle sait que si elle lâche sur le moindre truc, ça va s'effondrer. Du coup, en investissement, Loïs, je dirais tendance à dire que c'est l'investisseur qui fait tout lui-même. Donc, il y a des choses, selon moi, qu'il faut faire. C'est-à-dire aller visiter, aller aux visites, négocier soi-même et après, elle fait aussi tous les travaux, les chantiers, la gestion. Si elle fait de la courte durée, elle gère tout, les locataires en direct, elle répond à 23h, elle fait sa compta dans un fichier Excel qu'elle a bricolé elle-même. Et quand tu lui parles de prendre un gestionnaire, de déléguer les travaux, elle te répond ouais mais si c'est mal fait, ça va coûter cher, j'ai pas l'argent, mais moi je le fais mieux, moi c'est mieux fini. Alors qu'en fait, ça fait peut-être 2 ans que un bien il serait sorti depuis longtemps. Donc voilà. Le piège avec Loïs, c'est que elle est efficace et c'est ça le problème. En fait, elle est efficace sur ce qu'elle fait, mais elle peut pas tout faire. Donc parce que à 2 biens, ça passe, mais quand tu commences à en avoir, moi je dis toujours c'est à 10 lots que j'ai vraiment commencé à voir à quel point tu pouvais un peu subir tes investissements immobiliers. C'est-à-dire que moi, à l'heure actuelle, sur les dizaines de lots que j'ai, hors période d'achat ou de revente, ça me prend moins de 2 heures par mois de gérer ces biens. Mais si tu les gères toi, moi je trouve que c'est à partir de 10 biens. En fait, il y a des phases où tu peux avoir, ça m'est arrivé déjà d'avoir par exemple 3 départs de locataires dans le même mois. Et du coup, faut être organisé et moi je peux m'en occuper parce que je gère pas le reste, parce que je fais pas les travaux, parce que je fais pas la gestion, parce que je gère pas les locations courte durée. Donc voilà,
si tu passes tes samedis et moi, c'est ce qui m'a impressionné avec l'épisode de la semaine dernière avec Marion et Julien, c'est que eux, ils arrivent à faire tout ça. Bon, ils ont aussi une conciergerie, hein, donc il y a une partie qui est gérée par la conciergerie, mais je suis très très impressionné. Donc voilà, si tu passes tous tes samedis chez le roi Merlin, au lieu soit d'aller visiter, soit de faire autre chose, bah, voir tes enfants, ta compagne, et tu gères les histoires des locataires pendant ta pause déjeuner, bah un jour, un jour on va te dire, alors soit il y a ta compagne qui va te dire, bah l'immobilier, c'est l'immobilier ou c'est moi. Et puis en plus, elle va embarquer ses parents, c'est qu'elle t'embarque la moitié de ton immobilier que t'as fait tout seul, ou il t'embarque bien sûr. Mais c'est un profil que je vois, ou alors tout simplement en fait, tu vas t'épuiser trop vite. C'est-à-dire que le but, l'enrichissement en immobilier à l'heure actuelle, il est surtout sur le remboursement du capital. Donc en fait, plus tu trouves de biens, plus tu lèves de dettes, et plus les biens se payent tout seuls, plus tu t'enrichis. Ensuite, ben voilà, ça dépend des marchés. Parfois le marché il monte. Là, depuis que les taux ont augmenté en 2022, et là il réaugmente un petit peu en ce moment, et ben on a tendance à avoir plutôt, enfin l'immobilier il prend pas tant que ça, mais par contre bah, les biens ils se remboursent quand on a plusieurs lots, c'est tout de suite 2000, 3000, 4000, 5000 euros par mois de remboursement. Donc il est là vraiment l'argent. Et bah, le piège c'est qu'en fait tu vas t'épuiser. Alors elle a quand même pu faire bah, du coup il y a combien d'enfants? Il y a 6 enfants je crois, mais dans l'immobilier, c'est une série, hein, c'est une série. Dans l'immobilier, bah voilà, en fait, tu vas plafonner. Je trouve que ça vaut pas le coup, en tout cas moi, d'optimiser à 100% un bien. Vaut mieux en acheter un deuxième. C'est vraiment loi de Pareto, quoi, 80-20. Et c'est vraiment le profil que je vois énormément. Et tous les coachés qu'on a, on leur dit la même chose et ils font quasiment tous la même erreur, c'est-à-dire on leur dit ne fais pas les travaux toi-même. Et eux, ils ont tous le, le même réflexe, c'est ouais, mais je le fais une fois et comme ça après je saurais. Bah moi en tout cas j'ai jamais fait de travaux dans mes appartements et bah je sais je sais qu'il faut pas en faire. Et après ils me disent toujours ouais en fait j'aurais pas dû le refaire et tout. Et par exemple aussi quand tu fais les travaux toi-même, ça va t'énerver s'il y a de la casse. J'ai vu des personnes s'énerver pour des trucs mais complètement futiles à mon échelle, c'est-à-dire un mur sur lequel quelqu'un a renversé du vin ou des trucs comme ça. Et vraiment le prendre à cœur et en disant presque bah, j'arrête l'immobilier quoi à cause de ça parce qu'ils avaient fait les travaux eux-mêmes. Et c'est sûr que si toi tu t'es fait chier à poncer le mur pendant un week-end et à le repeindre, eh ben ça va te faire trop mal au cœur de voir ça. Alors que si en fait t'as payé je sais pas 800 euros quelqu'un pour le faire et que 5 ans après eh ben faut le refaire et que toi t'as encaissé entre-temps 30 000 euros de loyer, bon bah voilà ça fait un peu moins mal au cœur. Donc voilà. Donc là où en fait Al il finit rien, Loïs elle fait tout mais elle peut plus en fait elle est prisonnière de son propre système parce qu'il y a trop de choses à faire. Chaque bien supplémentaire c'est pas un achat de plus, c'est des heures en plus et des heures qu'elle a plus et chaque heure bah qu'elle passe dessus bah c'est pas des heures qu'elle passe avec euh, bah soit pour trouver des nouveaux biens, soit dans son vrai métier si t'es bien payé. Si t'es payé par exemple à la commission, bah peut-être t'as mieux fait d'aller trouver un ou deux nouveaux clients que que de faire toi-même ton chantier. Donc voilà, l'externalisation c'est pas un luxe, hein, c'est la clé pour moi pour passer de 5 à 15, 20, 30 biens. Et après même en externalisant, je trouve que 30 biens c'est vraiment la limite. Sinon après on fait vraiment plus que de l'immobilier. Donc voilà. Le problème avec les profils comme Loïs, c'est que c'est bah justement le problème, c'est jamais la compétence, c'est ils veulent pas lâcher en fait. Ils veulent s'occuper de tout, ils regardent leurs chiffres et ils disent ouais bah tu vois, je vais pas payer pour un gestionnaire ou je vais pas payer pour faire des travaux alors que moi je peux les faire euh, que je peux les faire plus rapidement et c'est sûr qu'en fait vu que le temps qu'ils ont, il est bah ils savent voilà, OK, moi je peux le faire, c'est gratuit entre guillemets si je le fais. En fait, ils voient pas le gain potentiel parce que on peut pas faire une simulation en mode bon bah là tu vas gagner je sais pas 4000 euros sur tes travaux, mais si pendant ce temps tu vas visiter et t'achètes deux biens, tu vas gagner 10 000 euros par an en plus. Ça c'est plus dur à faire parce que c'est hypothétique. Donc voilà,
Là, je pense que la bonne décision, tu vois, moi, quand j'ai des personnes comme ça qui m'appellent, en fait, la bonne décision, c'est leur montrer mon exemple, combien de temps ça me prend, combien je gagne sur mes biens immobiliers, et leur dire bah, combien ça va leur coûter de déléguer et combien ça peut leur rapporter. C'est vraiment ça le point qui est le plus important. Pour vous dire, j'ai eu des personnes sur le podcast il y a 4 ans qui n'ont pas fini des chantiers, qui font eux-mêmes. Vraiment, hein. Moi, j'ai un très 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 bon ami qui fait une partie des travaux lui-même, et il a un immeuble, mais il crache tellement d'argent, c'est un truc de fou. Il a 16 Airbnb dedans, 16 ou 17 Airbnb. Il a mis 7 ans à finir le chantier. Imaginez un Airbnb, en plus il est super bien placé, mais rien qu'un Airbnb à 1 000 € par mois, il a 17 dedans. Ça fait 10, allez, on arrondit à 20 000 par mois, 240 000 par an, fois 7 ans, 1,5 million. Il y a 1,5 million qui s'est évaporé parce qu'il a pas assez délégué. Alors après, il avait des problèmes de financement et tout ça. C'est pas 100% sa faute. Mais je veux dire, 17 LCD, vous imaginez le gain, il est hallucinant. Et en plus aussi, les personnes qui font les travaux elles-mêmes, il y en a pas mal que j'ai, ben voilà, on vieillit, hein, mine de rien. Malcolm, c'était il y a 20 ans. Il y en a pas mal qui se sont blessés sur les chantiers, genre mal au dos et tout, et qui maintenant, ça les handicape vraiment dans leur vie de tous les jours. Voilà, c'est trop bête, quoi. Je veux dire, si on investit, c'est pour s'améliorer la vie, c'est pas pour se la détériorer. On attaque avec le personnage suivant. Bah, on va dire que c'est Malcolm. Donc Malcolm, c'est le personnage principal de la série, si vous avez jamais regardé. Et un peu ce qui était novateur, alors je pense qu'il y avait d'autres séries qui le faisaient avant, c'est que parfois il brisait, comme on dit, le quatrième mur, c'est-à-dire qu'il s'adressait directement au spectateur. Donc il est par exemple à un repas avec toute la famille et fait, il se tourne et il nous parle comme si le temps s'arrêtait un peu autour de la famille. Donc Malcolm, donc c'est un génie. Il a un QI, alors je sais plus combien c'est 165 ou quoi, mais voilà, il passe sa vie à réfléchir, on va dire. Alors, dans la série, c'est un peu plus complexe que ça. C'est-à-dire qu'il a du mal avec les relations, avec les gens. Il a aussi son cerveau, bah c'est pas parce qu'il est intelligent qu'il fait forcément des choses intelligentes, mais voilà, on va un peu le caricaturer peut-être dans ce profil, mais ça va être le profil de suranalyseur. Donc Loïs c'était la contrôleuse et Hal c'était le chien fou dispersé. Donc Malcolm ça va être le suranalyseur. Donc c'est le génie de la famille et en fait, souvent, ce qu'on voit avec les personnes qui sont intelligentes, notamment les profils un peu style ingénieur ou dans l'IT ou voilà, des personnes qui ont l'habitude de travailler sur des tableurs, etc. C'est qu'ils connaissent tout. En fait, moi très souvent, j'ai des personnes qui connaissent toute la théorie. C'est un truc de fou. Ils connaissent toute la théorie, mais la théorie par exemple, en introduction du podcast, je vous parlais de la bourse. Tout le monde connaît les rendements. Voilà, la bourse c'est entre 7 et 10%, enfin voilà, plutôt 7, 8 hors inflation sur les 100 dernières années. Tout le monde le sait ça. On rentre en progressivement en DCA comme on dit. Tout le monde le sait qu'il faut le faire. Mais je veux dire, tu peux analyser des sociétés, les ratios, les PE, les multiples de BDA. Tu peux faire tout ce que tu veux. La trésorerie, les flux de trésorerie, les discounted cash flow, tu pourras faire tout ce que tu veux sur les sociétés, les comparables, voilà, tout ce que analyser la valeur liquidative de la société, analyser voilà en cas de revente, l'exploitation, tu peux faire tout ce que tu veux tant que t'as pas l'équivalent allez au moins 6 mois de revenus en bourse, au moins. Eh ben, t'es pas prêt. T'es pas prêt le jour où ça baisse. Euh, Quand on était en mars 2020, je pense qu'il y a des jours, je crois qu'il y a des jours, je perdais 20 000 € par jour sur mon portefeuille. Bah, franchement, t'es pas prêt. Quand ça arrive, alors bien sûr, aujourd'hui, je suis bien au-dessus de ça. Enfin, on a plus qu'explosé les chiffres. Je sais plus si c'était 20 000 € par jour, mais c'était beaucoup, franchement.
Et t'as beau savoir que ça va remonter, quand il faut remettre au pot parce que c'est ton jour de DCA et que du coup tu dois remettre, que ce soit 1 000 € ce que tu veux, et que bah les 1 000 le lendemain c'est déjà plus que 800, c'est dur. Donc voilà, il y a la théorie et il y a la pratique quoi. Donc et en fait, c'est marrant parce que en investissement, moi, j'essaie d'être en immobilier le plus le plus théoricien quand même, c'est-à-dire me détacher au maximum, notamment via l'externalisation dont j'ai parlé avant, me détacher au maximum des biens. Vraiment, pour moi, les biens, c'est juste, enfin, c'était juste un actif générateur de loyer et de plus-value potentielle. Et bien sûr, il faut que ce soit un endroit qui est confortable pour les locataires. Mais c'est pas plus que ça, quoi. Je suis pas attaché à ça. Moi, je suis très peu attaché aux objets. J'ai acheté et vendu beaucoup, par exemple, de voitures. Je sais qu'il y a des gens qui sont très attachés à leur voiture. Moi, j'ai acheté et vendu plein de voitures et du coup, bon, je pense que ça dépend un peu des personnalités. Euh, Moi, je m'attache pas aux objets. Donc voilà, j'essaie d'être plus théoricien de l'immobilier, d'être le moins pratique possible. Mais après, voilà, il faut un côté pratique quand même et du coup de terrain, c'est sûr. Donc Malcolm, ça va être la personne qui va surinterpréter. Pour vous dire, il y a des gens, quand ils font les calculs de rentabilité de leurs biens, ils tiennent compte du péage pour aller visiter, ils tiennent compte d'impôts qui sont potentiels, des choses comme ça. Alors que, en fait, il y a tellement d'incertitudes sur l'évolution des prix du marché que, enfin voilà, si un bien il vaut 10 000, le marché il fait qu'il vaut 10 000 € de plus au bout de quelques années, ça sert à rien de tenir compte du péage. Idem là, il y a eu de l'inflation, les loyers ont augmenté dans presque toutes les régions de France. Ben ça, on pouvait pas s'en douter. Donc je veux dire, ça sert à rien de faire de faire des tableurs, aussi des les moi j'aime bien le what could go wrong. Qu'est-ce qui peut mal se passer dans un investissement? Par exemple, si tu fais un investissement à 100 000 €, bon, ce qui pourrait vraiment, au pire du pire, mal se passer si t'achètes pas un immeuble pourri ou des projets qui sont trop gros, mais si t'achètes un appartement en copro normal, voilà, sur 100 000 €, ton risque maximal, il est peut-être autour de 20 000 €. Euh, alors bien sûr, il peut y avoir un million de choses, de la mérule, des trucs comme ça, des changements de réglementation qui peuvent faire que ça coûte plus cher. Ben, de toute façon, on fait tout pour éviter ça, bien sûr. Mais ton risque, il est quand même limité. Mais tu as des personnes, elles vont, par exemple, typiquement, parler des locataires qui payent pas. Bah, les locataires qui payent pas, c'est pas vraiment un risque, ça, dans l'immobilier. Un vrai risque, c'est d'acheter un mauvais bien au mauvais endroit. Ça, c'est un vrai risque. Les locataires qui payent pas, c'est pas un vrai risque. Euh, donc voilà, ils connaissent tous les prix, ils connaissent toutes les zones, ils se font des simulations en fonction de si ça monte, si ça baisse. Ils passent à côté de certaines offres, le profil comme ça. Ils passent parfois à côté de certains biens pour 1 000 €. Donc ça c'est, ou alors il a écouté un point qui est important, je pense, avec les profils comme ça, c'est en fait dans notre thématique du podcast de sur l'investissement, etc. Bon, moi j'essaie d'être le plus transparent possible, je donne les chiffres quand je vends, combien j'achète, tout ça, les rentas que j'ai, mais il y a des, parce que en fait bien sûr, j'accompagne des personnes, mais c'est pas ma principale source de revenus. Il y a des gens dont c'est la principale source de revenus, ou alors dont c'est la personnalité, qui vont mentir. C'est-à-dire, je vois enfin, il y a des gens, je sais même pas comment, enfin, ils ont des rentas, tu les écoutes, s'ils ont pas 12% de renta à Paris, ils achètent pas quoi. En gros, ou alors c'est sur des phénomènes passés. Voilà, moi j'ai acheté 2 appartements dans ma vie, pendant que je les ai détenus, ils m'ont rapporté en moyenne 5 000 € par mois. Et je vais pas dire en dessous de 4 000 par mois, j'achète pas, je vais pas dire ça. Donc ça sert à rien de se prévaloir de choses du passé, des bons coups qu'on a pu faire, comme religion. Mais c'est sûr que ça te donne une autorité de dire ça, et du coup après, en fait, tu vas bloquer les gens parce que les gens, quand ils vont être confrontés à la réalité, quand on te parle de cash flow qui sont complètement impossibles, soit impossibles à atteindre, ou soit en prenant trop de risques, des cash flows de 250 € par tranche de 100 000 € d'investissement, j'entends des choses comme ça.
voilà, il y a un moment, faut aussi, nous, moi j'ai la vision globale de quasiment toute la France et de l'étranger. Il y a un moment, voilà, faut arrêter de mentir aux gens. Et en fait, le risque avec ces profils, c'est que ils vont écouter comme ça, ils vont voir des gens, des vies qu'ils ont, etc. Et ils vont croire que c'est la règle. Alors que la règle, moi je vous le dis objectivement, à l'heure actuelle, si tu as un bien qui te prend très peu de temps, qui est pas dans un coin qui craint et qui se paye tout seul, bah déjà t'es content. Franchement, dans quasiment toute la France, t'es content. Je parle en longue durée. Si tu fais des colloques, des trucs, des courtes durées, c'est différent, mais et voilà. Donc il y a un moment en fait, parce que moi j'en vois trop des gens qui arrivent comme ça, ils me disent ouais alors je veux un IDR et tout, un immeuble de rapport, et ils me proposent des trucs, mais je leur dis mais attends mais là ça va pas la tête quoi. Franchement t'es complètement. Ils me disent ouais je trouve rien et tout. Bah oui tu trouves rien c'est normal. Si la moyenne du marché c'est 6-7%, bah toi tu peux trouver des biens à 10 mais tu trouveras pas des biens à 15. Donc voilà. Donc c'est voilà, ça c'est un peu le risque de tout voir, de tout voir un peu aussi comme dans Prison Break, là, Michael Scofield. Lui, tu sais, il voyait un peu toutes les zones, le banc, comment c'était fait, comment c'était construit. Et ben les gens intelligents, ils vont peut-être voir trop de choses, comme aussi on l'a sur les marchés financiers. On a toujours des gens très intelligents qui disent que tout va à sa perte parce qu'ils voient et déjà en partie ils peuvent avoir raison de temps en temps et en fait, ils voient tous les risques, ils suranalysent, sauf que, en fait, ça, c'est on s'enrichit dans l'action. Donc ça sert à rien de voilà, faut faire les choses sérieusement, les choses carrées, pas louer n'importe quoi, pas louer à n'importe qui, avoir des biens avec des diagnostics qui sont nickel, être acheté les bons prix, pas surpayer les biens, mais voilà, il faut pas non plus faire des théories de je sais pas quoi, parce qu'il y a des risques que tu vas pas voir. T'auras beau être super intelligent, il y a des risques que tu vas pas voir. Et à l'inverse, l'enrichissement il est réel une fois que tu as investi dans un bon bien. Donc voilà, c'est pour nous c'est les meilleurs profils et en fait j'en ai plein, notamment en coaching des gens qui ont acheté des formations de gens très connus que je citerai pas mais qui sont basés sur la Côte d'Azur pour la plupart et en fait, ils ont les connaissances, mais en fait, ils ont pas la validation. Et vraiment, en fait, que ce soit moi ou alors quelqu'un de ton cercle, si t'as pas la validation, quelqu'un qui regarde la situation chiffrée et qui te dit ton raisonnement il est bon, t'as le feu vert, fonce, ou au contraire, attention. L'autre jour, j'ai quelqu'un, il avait tellement la tête dans le guidon, il voulait acheter un bien en impayé, son premier bien, il était déjà en impayé avec un locataire dedans. Bah voilà, tu peux transformer en 1 heure, 2 ans de réflexion en des bonnes décisions. Donc voilà, c'est un peu pour nous, c'est les meilleurs élèves parce qu'ils sont intelligents, parce que les chiens fous c'est un peu plus dur à guider. Mais voilà, en une session, tu peux vraiment avancer, et tu peux éviter des grosses bêtises ou alors passer à l'action comme on en a toutes les semaines qui achètent quasiment, qui trouvent des biens. Donc voilà. Heureusement, et tant mieux, la plupart des auditeurs sont des gens câblés. Alors peut-être pas, ils ont peut-être pas tous 165 de QI, mais ils sont vraiment plus intelligents que la moyenne. Je pense que tu en fais partie si tu écoutes ça. Et donc ça fait super plaisir d'avoir des discussions avec des personnes intelligentes qui ont plein de compétences, plein de connaissances, mais pas forcément dans ce domaine et pas aussi forcément dans l'exécution, plutôt voilà à l'avance. Est-ce que donc qui se pose pas juste des questions, est-ce que c'est le bon moment pour acheter? Est-ce que je vais dans cette ville, dans une autre ville? Est-ce que j'achète un studio? Est-ce que je fais voilà, il y a un moment il faut trancher et il faut trancher du bon côté, c'est pas juste, vas-y je signe n'importe quoi et j'avance. Ensuite il y a Reese, le cowboy. Reese donc pour ceux qui le savent pas, donc c'est dans la série, c'est le frère aîné. Dans les faits, je crois il était plus jeune que Malcolm. Lui, il réfléchit pas, il fonce. C'est celui qui frappe les gosses dans la cour, qui vole les goûters. Euh, Aussi là dans le remake, juste il fait des travaux, c'est assez marrant. C'est le seul spoil que je peux vous faire. Euh, et donc lui, en fait, il réfléchit. Je crois même qu'il s'engage dans l'armée, je crois, à un moment. Donc voilà.
c'est celui qui signe un compromis direct. Il a vu une annonce, il a visité une fois, il a fait un calcul sur un coin de nappe. Ça lui paraît bien, il signe, il négocie pas au mal, il vérifie pas les diagnostics, il vérifie pas les PV d'AG, il calcule pas son taux d'endettement, il regarde pas si le bien il est liquide et s'il peut le revendre facilement. Et bah parfois ça marche bien et parfois ça marche pas. Donc il peut réussir, je vais pas mentir là-dessus, il y a des gens, ils foncent et ça leur réussit. Et surtout quand le marché il est haussier, comme on l'a connu un peu dans la crypto il y a quelques années, bah t'achetais n'importe quoi et puis ça remontait. Et du coup même, ou par exemple il y en a qui ont acheté des défiscalisations dans des zones qui ont énormément pris. Donc moi des défiscalisations, j'ai acheté plusieurs biens en fin de défiscalisation, donc 12 ou 15 ans après l'achat, et je les ai payés globalement 50% du prix que les gens les avaient payés avant. Donc vraiment, ils ont perdu beaucoup d'argent et moi j'achète des biens qui sont récents, balcon, garage et tout ça, que je trouve plutôt sympathiques. Mais il y a des personnes qui ont acheté des défisques c'est souvent sans réfléchir. Souvent c'est des gens brillants, des médecins, des choses comme ça, mais qui sont à l'autre bout de la France, qui achètent de l'immobilier sans aller le voir ou quoi. Et bah, il y en a quand même qui ont gagné de l'argent. Ceux qui ont gagné de l'argent, c'est pas qu'ils ont été forcément plus intelligents, mais ils ont acheté dans des villes qui ont explosé, tout simplement. Je pense à l'ouest de la France, en région parisienne et tout. Et donc au final, sur l'ancien, peut-être qu'ils auraient fait x2 sur leur immobilier. Bah là, ils ont pris 20 ou 30% et puis ça a quand même fonctionné. Donc voilà, j'ai vu, euh, mais j'ai vu des dingueries, mais dans tous les sens, avec des gens comme Reese. Donc j'ai vu des personnes, et j'en ai eu malheureusement sur le podcast qui s'est endettée à, je crois que c'était à 800 000 euros en n'ayant jamais fait de locatif, avec des immeubles qui étaient complètement à refaire et qui avaient aucun locataire, qui avaient plus d'argent pour finir les travaux. Voilà. Franchement compliqué. Il y a des gens qui signent des compromis sans clause d'obtention du crédit, sans clause suspensive d'obtention du crédit. Et après, bah, il faut se rendre compte qu'ils n'arrivent pas à lever la dette. Voilà, les gros travaux, c'est ce qu'on voit le plus. Hein. C'est sous-estimer les travaux. Il y a une femme que j'ai sur le podcast, je sais plus, elle avait pensé qu'il y avait 6 mois, ça durait 3 ans les travaux dans sa maison. Donc voilà, la règle d'or, c'est toujours je vais vous la rappeler, en tout cas c'est ma règle d'or, c'est qu'on ne peut pas se permettre, il y a des choses qu'on ne peut pas se permettre de perdre. Déjà, c'est ta santé, ton couple, ton temps, et après, bon, l'argent, bah voilà, on n'investit pas pour perdre de l'argent. Et il y a certains projets qui peuvent vraiment tout détruire en même temps. Santé, couple, argent, temps. Si tu t'es fait arnaquer, t'es allé sur un projet trop gros, t'as plus les fonds pour finir, bah t'as tout qui va partir en couille. Tu vas plus dormir, tu vas t'embrouiller avec ta femme parce que t'as plus d'argent, parce que voilà, c'est la galère. T'as plus de temps parce que du coup tu dois faire des choses toi-même. T'as perdu tout ton argent, donc si ta vie elle est déjà confortable, si t'as une famille ou même si t'es tout seul, hein, un train de vie que tu apprécies, faut pas tout risquer pour un gain hypothétique. Si ta vie t'es au fin fond du gouffre, en mode storytelling de start-upper et tu veux tout risquer, après c'est à toi de voir. Mais si ta vie elle est déjà cool et la plupart des gens que j'ai, leur vie elle est déjà bien. Et du coup, ils ont, c'est pas la peine de tout risquer pour ça. Faut quand même réfléchir. On est sur des gros montants en immobilier ou en bourse, on joue son futur. Donc il faut vraiment faire les choses de façon sérieuse. On n'est pas, voilà, on n'est pas obligé d'être, de se regarder en chien de faïence comme ça et puis de tout faire. Enfin, on fait tout sérieusement, mais sur le ton, sur la forme. Voilà, moi, je fais des blagues et tout. C'est pas même quand je visite, je fais des blagues avec les agents. Genre, quand je fais visiter les biens, de temps en temps, je fais rigoler aussi un peu les candidats locataires. Mais voilà, il y a des choses sur lesquelles faut être hyper rigoureux. Le prix que t'achètes, valider la demande locative dans un bien, à la limite même valider la liquidation la valeur liquidative du bien. Si tu le vends, combien de temps tu mets à le vendre, à qui et à combien de biens. Donc voilà. Nous, on en a eu, hein, on en a eu. Je voudrais vous dire que c'est des profils qu'on refuse quand on les accompagne. On en a eu qui écoutent rien, en fait, et c'est très dur. Souvent, c'est Michel qui les a eu d'ailleurs, mais en fait, ils écoutent rien. Ils signent des trucs qu'on leur dit. Ils vont donc, en fait, souvent, déjà, ils trouvent pas de bien parce qu'ils écoutent pas ce qu'on les
la direction qu'on leur dit de prendre. Ensuite, il y en a, ils signent des biens, ils nous en parlent pas. Et après, ils font des travaux, enfin voilà, ils vont sur trop gros. C'est quand même l'exception, hein, ce genre de projet. Et ce genre de coaché, mais il y en a, hein. Il y en a. Moi, je suis hyper, je suis estomaqué. Parfois, il y a des gens, ça fait 20 ans, ils ont rien acheté. Ils arrivent, ils visitent un truc, ils signent. Il y a des travaux de malades. Ils ont pas regardé le quartier, ils ont rien regardé. Ils savent pas qu'il y a, par exemple, ils veulent faire de la location courte durée, ils savent pas qu'il faut des autorisations, des choses comme ça. Euh, donc voilà. Donc parfois, faut avoir un peu un esprit de tête brûlée comme Reese. Par contre, voilà, au moins il agit. Et c'est quoi ce qu'on dit un intellectuel je vais essayer de retrouver la citation, mais c'est en gros un intellectuel qui assis va toujours moins loin qu'un idiot qui Un intellectuel assis va moins loin qu'un con qui marche, de Michel Audiard. Bah voilà. Donc Riz, franchement, il y a quand même des fois où ça paye, hein. En général, dans l'immobilier, l'action, prendre un peu des risques et tout, ça paye, mais il faut pas faire les choses euh, de façon complètement désordonnée. Donc là, on a fait déjà un bon. Donc dites-moi en commentaire ou par message quel est votre profil. Euh, Ensuite, il y a Dewey. Donc Dewey, c'est un peu la tête de voilà, la tête chou comme ça. Bon, il dit oui, moi je suis le préféré, je suis le petit dernier et tout. Ensuite après, il aura d'autres frères dans la série, mais donc c'est celui que un peu personne n'écoute. Ses frères, ils le malmènent. Ses parents, ils sont trop occupés à gérer un peu les bêtises des autres. Il est là, il observe et comprend beaucoup de choses que les autres ils voient pas. Et personne lui demande son avis. Et surtout, personne ne prend le temps de comprendre ce qu'il vit. Et en fait, Dewey, c'est un peu, je pense que c'est là où il y a le plus de personnes, investisseurs. Vous allez, à mon avis, le plus vous reconnaître dans Dewey. Moi, j'aime bien quand il dit, toi tu vis, toi tu vis, toi tu meurs, toi tu vis, toi tu vis, toi tu meurs. Mais et aussi il dit, c'est une phrase que j'aime bien pour les agents immobiliers, c'est je m'attendais à rien, mais je suis quand même déçu. Ça c'est vraiment les deux punchlines que donc qu'on retient de Dewey. Et en fait, Dewey, c'est un peu, même si vous me voyez moi dans ma vie de tous les jours, euh, c'est un peu mon profil ou la plupart des auditeurs de ce podcast. Donc c'est pour ça que je pense que c'est en gros on fait nos trucs, on n'en parle pas. Si moi quand je suis en soirée, si on me demande pas, voilà, je parle pas d'immobilier ou quoi, hein, je parle de mes vacances, des endroits que j'ai visités ou d'autres choses, mais pas d'immobilier. Donc en fait, Dewey, c'est la personne par exemple qui a déjà 2, 3, 4 biens, qui fait les choses bien, qui a les biens qui s'autofinancent, qui a une résidence principale, qui a une famille, un bon boulot, mais il est un peu seul dans sa tête. Et voilà, c'est quelque chose dont on parle pas souvent. Donc en fait, c'est quelqu'un qui a les recettes, qui les applique et qui a déjà fait un bon bout du chemin, qui est pas encore arrivé, hein, mais qui a fait un bon bout du chemin. Et quelque chose dont on parle pas souvent, c'est l'isolement des investisseurs avancés. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'observe et les personnes avec qui j'échange, ils sont super contents de parler avec moi. C'est qu'au début, le débutant, lui, il a une communauté, il va sur des forums, des groupes Facebook, des formations, il va à des events et tout le monde est un peu dans le même bateau et se pose les mêmes questions. C'est comment trouver le premier bien, comment monter un dossier bancaire, est-ce que la coloc c'est bien, la courte durée c'est bien, est-ce que les locataires ils payent, c'est stimulant. Et ensuite, donc déjà, tout le monde, déjà, quand tu parles aux gens normaux, tout le monde veut faire ça, quasiment. Tout le monde veut acheter un bien, deux biens immobiliers. Donc en fait, là, tu vas avoir assez vite des personnes qui vont, avec qui tu vas pouvoir parler quand tu es débutant. Mais une fois que tu as 3, 4, 5 biens, eh ben, t'es tout seul en fait. Tes amis, ils comprennent pas. Ils comprennent pas pourquoi tu fais ça, surtout si tu as un bon métier. Ils se disent, mais attends, pourquoi tu es encore en train voilà, tu gagnes bien ta vie, pourquoi tu es encore en train de faire des emprunts comme ça en centaines de milliers d'euros ou en millions? Ta famille, elle te dit, arrête, t'en as assez ou fais attention, fais gaffe aux impôts, fais gaffe
fais gaffe à pas te mettre à risque, tu passes trop de temps sur les chantiers, tu passes trop de temps à visiter. Ton banquier, bah, c'est pas ton ami, hein, de toute façon, plus t'es endetté. Alors, soit lui, il aime bien te vendre des choses qui rapportent rien et qui rapportent beaucoup de frais pour la banque. Bon, moi, mon banquier, pour le coup, mon banquier principal, c'est un très bon ami à moi, mais bon, voilà, ton comptable, il répond à tes questions fiscales, à tes questions de comptabilité, mais il connaît pas ta situation globale, il connaît pas tes besoins, il connaît pas est-ce que tu es quelqu'un pour quelle raison en fait t'investis tout simplement. Est-ce que c'est parce qu'un jour tu veux quitter ton métier? Est-ce que tu veux juste une sécurité? Est-ce que tu as vu que l'IA elle va te remplacer et que du coup ce serait bien d'avoir des revenus autres que de par ton métier? Est-ce que c'est pour les études de tes enfants, pour lever le pied? Et du coup, tu te retrouves avec des questions qui sont assez importantes. Par exemple, est-ce que je passe en SCI ou est-ce que je reste en nom propre? Comment est-ce que je récupère un jour l'argent que j'ai investi dans les biens? Est-ce que je continue à acheter ou est-ce que je revends? Est-ce que je dois aller dans d'autres villes ou non? Est-ce que je dois changer de mode d'exploitation? Là, j'ai fait que de la longue durée. Est-ce que je commence à faire de la courte durée? Comment je fais si la banque dit non? Est-ce que à quel moment en fait j'aurai assez? Et ça, c'est des questions à 100 000 euros, hein, vraiment. Enfin, je veux dire, c'est pas des questions à 100 euros, hein, c'est vraiment des questions en centaines de milliers d'euros. Et en fait, tu les portes tout seul. Donc ça, c'est un peu le problème de Dewey. Donc à la fois, il a fait les choses bien réfléchies, il a appris des erreurs des autres, vu que c'est le plus petit, et aussi, vu que tout le monde s'en fout un peu de lui, il fait ses trucs et les gens, ils donnent pas leur avis. Moi, après, c'est toujours, je pense quand on investit en immobilier notamment, surtout au début, je dirais que c'est un peu risqué de tout faire tout seul. Vous faites ce que vous voulez, hein. Mais faut quand même limiter toutes les personnes à qui on en parle parce que sinon en fait tu vas te prendre un stop à un moment que tu as quelqu'un qui va te dire un truc, tu vas dire si t'es pas sûr de toi à 100%, il va t'arrêter en fait. Il va te dire ah ouais non mais moi je connais quelqu'un, il y a ci, il y a ça et puis en fait tu vas jamais aller tu vas jamais aller au bout quoi. Donc ou il peut te piquer ton bien, rappeler l'agence ou voilà. Donc voilà, un peu les mots que j'entends souvent des personnes qui sont dans ce cas-là, c'est je veux pas aller trop vite et me planter. On n'a pas vraiment des investisseurs dans notre entourage. Je veux ralentir mon activité, vivre de mes investissements, mais comment je fais? On est à la merci de la banque. Je sais pas si je dois passer en SCI ou pas, ou maintenant sur le prochain bien, ou dans deux, trois biens. Voilà, ce sont des phrases des gens qui ont réussi, qui ont prouvé qu'ils savaient acheter, mais qui se retrouvent face à un mur invisible, un peu le manque d'interlocuteurs qui connaît leur situation. Donc en fait, ce que d'où ils cherchent, c'est pas et du coup c'est ce que je vous invite à trouver si vous êtes dans cette situation. C'est pas une formation. Et voilà, t'as dépassé ça. Tu sais que faire du meublé c'est bien dans pas mal de cas. C'est pas des conseils génériques, fais ci, fais ça. C'est en fait, il faut un regard extérieur qui est qualifié par une personne qui a fait la même chose, voire un tout petit peu plus que toi, et avec sa situation, ses chiffres, et surtout ses besoins et ses contraintes, quoi. Voilà, son taux d'endettement, la structure juridique, les horizons de sortie, les possibilités. Voilà, c'est un peu comme quand tu vas chez un médecin, quoi. Quand t'as un rhume, tu prends un Doliprane et tu gères. Mais quand c'est un truc plus sérieux, tu vas pas juste lire des articles sur Internet. Tu vas aller voir quelqu'un qui regarde ton cas, qui t'ausculte, quoi. Donc voilà. Nous, moi, je sais que ça, c'est vraiment le gros des auditeurs. Donc si t'écoutes, c'est vraiment probablement tu fais partie de ce profil et c'est le profil qu'on comprend le mieux parce que bah moi, j'y étais il y a quelques années aussi. J'ai la chance d'avoir un associé. J'ai la chance d'avoir une compagne qui est investisseuse et moi j'avais des biens, j'avais des questions énormes et bah voilà, moi, je savais que c'est aussi pour ça que j'ai créé le podcast. Je vous ai dit j'ai investi dans l'immobilier il y a 13 ans et ça fait que 5 ans que j'ai le podcast. Donc voilà. Du coup, bah mes proches ils me comprenaient pas et tout et en fait moi à la fois avec toutes les rencontres que j'ai pu faire et tous les retours maintenant bah j'ai un process qui est quand j'ai des personnes qui veulent que je les accompagne sur ce sujet, j'ai un process qui est clair en mode boussole, voilà, pour la personne que j'aurais voulu avoir en face de moi à l'époque, quelqu'un qui regarde mes chiffres, qui comprend ma situation, qui me donne une feuille de route pour les 12 prochains mois, pas voilà
c'est pas du conseil de CGP, c'est juste voilà le regard d'un investisseur qui a fait déjà le chemin. Et c'est soit vous pouvez me contacter, hein, je vous mets le lien pour me contacter dans la description si vous voulez que ce soit moi, mais sinon vous pouvez trouver quelqu'un dans votre entourage, mais quelqu'un qui prend vraiment le temps, c'est-à-dire vous lui envoyez tous vos chiffres et vous lui dites, et vous prenez le temps de vous dire quels sont mes besoins, de quoi j'ai besoin vraiment. Tout de suite, à 5 ans, à 10 ans, par exemple, est-ce que j'ai besoin de plus de temps, ou j'ai besoin de plus de projets, ou j'ai besoin de liquidité. Donc voilà, c'est pas juste, même si tu rencontres un bon investisseur dans un groupe IMO, faut être prêt aussi à lui envoyer tes chiffres, quoi. J'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, je rembourse ça. Parfois il y a des trucs, c'est un peu perso, quoi. Donc même déjà faut trouver et ça c'est quand même la magie d'Internet, hein. On peut trouver des gens qui sont au niveau, voilà, 2-3 steps au-dessus de toi, pas 10 non plus. Et, et après, voilà, faut être OK de partager ces chiffres et aussi de prendre le temps, parce que tout le monde le fait pas, hein, de prendre le temps un peu sur ce qui est bien ou ce que tu veux vraiment ou pas. Voilà, se poser un peu sur ce que j'ai des besoins. Enfin voilà, comment est-ce que je couvre mon besoin de sécurité, mon besoin d'objectif, mon besoin d'ambition, mon besoin d'être en groupe, mon besoin de réalisation, mon besoin de transmission, etc. Partie 7, et c'est le dernier qu'on va faire, c'est Francis. Alors Francis, je pense qu'il a jamais habité dans toute la série, il a jamais habité dans la maison. Il était déjà parti à l'école militaire. Donc Francis, ce qui est marrant, c'est que du coup, il s'est barré de la maison dès qu'il a pu. Il est parti à l'école militaire, puis en Alaska. Et puis le ranch, je sais plus si le ranch il était en Alaska. Voilà, toujours loin, toujours à chercher mieux ailleurs. Et Francis, c'est un peu l'expatrié, quoi. C'est celui qui est parti pour une meilleure opportunité professionnelle, poursuivre sa compagne. Bon, lui, il la trouve justement quand il est expatrié, et il gagne pas trop mal. En fait, c'était quelqu'un un peu très turbulent, hein, dans la série, et en fait, il gagne. C'est un peu comme si aujourd'hui les expatriés, notamment ceux que j'ai vus à Hong Kong, euh, ils gagnent bien sa vie à l'étranger, parfois très bien, et voilà, c'est souvent eux, ils veulent investir en France parce qu'ils connaissent le marché. Et là, c'est un peu le mur. Donc ça, enfin, là, on parle juste du côté expatrié de Francis. Après, lui, il a fait plusieurs métiers jusqu'à trouver sa voie. Et puis au final, il prend quand même des responsabilités, hein, dans le ranch là. Donc c'est un bon exemple de là, on va pas être forcément dans les investisseurs, mais dans les personnes qui sont expatriées. Donc moi, j'en ai rencontré. C'est dur à dire tous les pays, mais j'en ai rencontré à Hong Kong, j'en ai rencontré en Argentine, j'en ai rencontré au Brésil, Hongrie, Allemagne, Suisse, Espagne, voilà. Que j'en ai eu un récemment en appel de Norvège. Voilà. Est-ce que j'en ai eu d'autres? À Dubaï, bien sûr. Donc voilà. Et en fait, je trouve que Francis, c'est le bon exemple de l'expatriation qui se passe bien. Alors bien sûr, donc lui, dans la dans la série, bon, il part pas pour ça, hein, il est super turbulent, et puis mais en fait, voilà, c'est quelqu'un qui a trouvé son rythme, je trouve. C'est-à-dire, il est parti, et sa vie, elle est mieux que s'il était resté, quoi. Et ça, alors je dis pas que c'est tout le monde, le cas pour tout le monde, mais ceux que j'ai eus, franchement, ils ont l'air très heureux, que ce soit Arnaud à Hong Kong, que ce soit Lara en Argentine, que ce soit Johan à Budapest, voilà, c'est ceux qui sont en Suisse, bien entendu. Donc voilà, donc l'expatriation, je dirais que c'est pas fait pour tout le monde. Avec moi, ça fait 15 ans, hein, que je suis parti de France. C'est pas fait pour tout le monde, mais il y a des gens, c'est leur voie, en fait. C'est ça que je veux dire. Et pour Francis, c'est bien. Et en fait, ça t'empêche pas d'être attaché un peu à tes racines. Donc lui, forcément, c'est avec sa famille, mais beaucoup d'expatriés veulent
veulent investir en France et en fait, vu qu'ils gagnent mieux leur vie qu'en France parce que souvent déjà on part pas dans des pays là, les pays que je vous ai cités, c'est pas enfin voilà, c'est pas la Moldavie quoi où ils vont les gens, c'est des pays en général qui payent mieux et du coup après on veut investir en France et on est dans une meilleure situation pour investir en France. Alors bien sûr, on a d'autres complications, typiquement aller visiter, mais voilà, on a cet avantage et Francis, lui, vu qu'il est «expatrié» entre guillemets, même si c'est aux US, hein, il est plus posé et du coup, je pense qu'il gère mieux entre guillemets, hein, bien sûr, sa relation avec son lieu natal. C'est un peu ça que je veux dire, c'est quand on est expatrié, ok, on est plus loin, mais après, vu que souvent, les Français, j'en ai vu à l'île Maurice, je sais plus si j'en avais parlé avant, à l'île Maurice aussi, en fait, vu que toi, tu te sens mieux dans ta vie, après, tu vas être une meilleure personne pour les gens qui sont restés, je trouve, là où t'es. C'est-à-dire que tu seras quelqu'un peut-être de plus intéressant, de plus posé, de plus heureux, et du coup, quand tu vas revenir, tu vas apporter tout ça. Et c'est un peu son cas. Alors bon, oui, c'est pas parfait quand il revient à la maison, mais c'est un profil que on a eu quelques fois, mais pas souvent en coaching, parce que pour moi, en tout cas, il faut, si on veut être un vrai investisseur sérieux, il faut aller visiter ou envoyer quelqu'un pour visiter et quelqu'un de confiance, et quelqu'un dont c'est pas forcément le métier, c'est-à-dire pas un chasseur ou un voilà, faut quelqu'un du quotidien entre guillemets pour aller visiter. Donc voilà, c'est un profil que peu de personnes comprennent parce que ils sont pas expatriés, mais moi que je comprends bien. Et puis mon associé aussi maintenant il est parti. Euh, donc voilà, on vit ça au quotidien, des banques dans plusieurs pays, des structurations, des patrimoines. Donc c'est un avantage énorme si on peut aider les personnes comme ça. Mais le point, on va dire le point bloquant, c'est qui va visiter quoi. Ça c'est un peu le gros problème. Et en fait, on en arrive un peu, on retombe sur Doui parce que souvent ils ont des parents, des frères et sœurs sur place. Mais si toi, en étant parti, tu gagnes 5, 10, 20 fois ce que tes frères et sœurs gagnent, en fait ça peut vraiment compliquer les choses. Et c'est pour ça que c'est bien d'avoir une personne un peu extérieure euh, pour qu'il aille voir qu'il aille voir les biens. Et ça c'est assez dur à trouver, quelqu'un de confiance euh, qui peut euh, qui peut visiter. Si vous cherchez quelqu'un pour visiter en Alsace, ça je pourrais vous le trouver, à la limite peut-être vous mettre en relation. Par contre, c'est là où j'ai le réseau le plus dense. Par contre, si c'est ailleurs, ce sera plus compliqué. Voilà. Donc le vrai message derrière tout ça, vous l'avez compris, on a fait un tour de la famille de Malcolm. Mais en fait, personne n'est un seul personnage. Bien sûr, c'est une série, c'est caricatural et tout le monde est un mélange. C'est ça qui rend les choses compliquées. Il peut y avoir une personne qui a 4 biens et qui fait tout lui-même comme Loïs, mais qui en même temps hésite comme Malcolm à passer en SCI, ou alors il est tout seul comme Dewey parce que personne comprend ce qu'il fait, alors qu'il a quand même déjà 4 biens, mais qu'il hésite. Il y a la femme qui a commencé par du meublé classique, qui gagne bien sa vie, mais qui d'un coup veut se lancer en location courte durée parce qu'elle a vu une vidéo. Donc ça, c'est un peu le côté Al. Mais son vrai blocage, c'est elle sait pas si la banque va suivre ou non sur le prochain achat. Et c'est pour ça que avoir quelqu'un à vos côtés, euh, donc que ce soit une personne comme moi ou quelqu'un que vous connaissez, c'est hyper important, je trouve, parce que c'est ton problème à toi. Quand t'es débutant, tout le monde peut te conseiller, ou presque, et encore. Mais voilà, quand t'es à la croisée de ton patrimoine, tes revenus, ta structure juridique, ta situation familiale, ton horizon temporel, là où t'habites, c'est beaucoup plus compliqué, et c'est ce qu'on fait nous à longueur d'année, mais avec forcément on peut pas faire un live sur le sujet avec 100 personnes. Donc voilà. En tout cas, ce que tous les personnages ont en commun, c'est ils ont de la bonne volonté. Ça, on peut pas leur enlever. Et ils pourraient avancer 10 fois plus vite avec le bon guide. Eux, c'est un peu le chaos toujours. Mais voilà, pas un gourou qui leur vend du rêve, pas
CGP qui veut leur placer une assurance vie, mais voilà, quelqu'un qui a réussi à utiliser cette personnalité, cette énergie et à la cadrer dans un bon chemin. Donc elle, il a besoin d'un cadre. Loïs, elle a besoin de lâcher prise un peu. Malcolm, il a besoin de validation. Riz, il a besoin de limites. Dewey, d'un interlocuteur. Et Francis, de quelqu'un qui comprenne un peu sa situation, 6 problèmes différents, mais la réponse est toujours la même. Trouver quelqu'un qui va t'aider. Donc si tu es dans un de ces profils ou un mélange de plusieurs, si t'es débutant, que t'as pas encore de bien, on peut t'aider. On fait ça depuis longtemps à trouver la bonne zone, trouver le bon type de bien, visiter et débriefer les visites et avancer dans tes premiers projets. On a une équipe pour ça, que ce soit pour la longue durée, la courte durée. Et par contre, si t'as déjà 2 biens locatifs, j'ai créé un cadre, un framework spécial, une sorte de boussole vers les gros billets. Et du coup, on met tous les chiffres sur la table: patrimoine, endettement, structure, revenus, objectifs. Et on établit un tableau de bord complet et un plan d'action sur les 6 prochains mois ou 12 prochains mois. Donc, ce que je vous fais, c'est que je vous mets un lien en description. Une vision, que pour obtenir une vision que votre banquier vous a jamais donnée, et parfois même en 1 heure déjà on arrive à débloquer des mois de réflexion, voire des années. Je vous mets un lien en description pour prendre un appel. Ce sera très probablement avec moi, et n'hésitez pas, vous avez mon WhatsApp aussi sur ce lien, sur la page du lien, si vous avez des questions à poser. Donc voilà, c'est vraiment si vous voulez passer à l'étape suivante, n'hésitez pas. Donc voilà, on clôture l'épisode du jour. J'espère que vous avez kiffé. J'ai encore une petite surprise pour vous. Je me suis un peu amusé avant de faire l'épisode. Et donc, dites-moi, qu'est-ce que vous avez identifié comme personnage chez vous? Envoyez-moi un message. Dites-moi si je suis en ligne. Et aussi, ce que vous avez pensé des 4 derniers épisodes. J'ai pas voulu vous spoiler. Je serais curieux d'avoir votre retour. Prenez soin de vous, de vos proches, de vos gros billets. Je vous mets aussi en description les liens pour les événements à Strasbourg. Ce sera, je pense, la dernière fois que je vous en parle. Et on se retrouve la semaine prochaine. Et je vous laisse vous délecter de ce magnifique son que j'ai préparé tout à l'heure. Malcolm lit dans son salon 3 bouquins sur la spéculation, fait des tableaux, des projections, mais clique jamais sur confirmation. Elle a trouvé l'idée du siècle, chaque semaine un tout nouveau projet. Carte mentale sur son frigo, rien qui dépasse le 1er euro. On est tous riches dans nos têtes, pauvres en décisions concrètes. On fait des comptes, on fait des plans, on oublie juste de faire maintenant. On est tous riches dans nos têtes, champions du après, c'est plus chouette. Mais si on misait un peu moins parfait, un peu plus vrai. Loi gère tout, elle fait la banque, budget couleur, dossier par an. Elle coche, elle soupire, elle panique, personne touche à son tableau magique. Rési signe dès qu'il voit un truc, ça va monter, je le sens, c'est sûr. Le lendemain, ça part en vrille, il dit c'est pas moi, c'est le marché, en souriant de travers. On est tous riches dans nos têtes, pauvres en décisions concrètes. On fait des comptes, on fait des plans, on oublie juste de faire maintenant. On est tous riches dans nos têtes, champions du après, c'est plus chouette. Et si on misait un peu moins parfait, un peu plus vrai. Dans son coin fait ses graphiques, personne ne voit qu'il est déjà pratique. Quel bon choix tout en silence, mais il attend encore l'autorisation. Et moi je les regarde tous ces héros, je fais pareil, j'attends le bon moment. Évidemment si on mettait juste 10 € sur ce qu'on comprend vraiment maintenant. On est tous riches dans nos têtes, pauvres en décisions concrètes. On fait des comptes, on fait des plans, on oublie juste de faire maintenant. On est tous riches dans nos têtes, champions du après, c'est plus chouette.